J'ai vu ma femme préparer des costumes d'infirmière et de nonne, accompagnée d'une boîte de préservatifs pour son soi-disant « voyage d'affaires ». J'ai pris une aiguille et j'ai percé quelques emballages. Le lendemain, j'ai trouvé le numéro de son amant et je l'ai appelé. « Félicitations, tu vas être papa. Préviens ma femme qu'elle n'a plus de maison. » J'ai livré toutes ses affaires chez son amant. Je suis resté sans voix quand sa femme m'a dit ceci. « Une conférence médicale ? C'est comme ça que tu appelles coucher avec un inconnu ? Laisse-moi deviner. Vous avez joué au docteur ? Je m'appelle Henry Pitch, et je croyais être marié à une infirmière dévouée, qui faisait parfois du bénévolat à la paroisse locale. Il s'avère que j'avais à moitié raison pour l'infirmière, mais complètement tort pour la partie dévouée. Tout a commencé avec la valise. Vivien préparait ce qu'elle appelait une conférence médicale à Chicago. 3 jours de formation continue et de réseautage avec d'autres professionnels de la santé. Noble, n'est-ce pas? Le genre d'activité qu'un mari attentionné encourage, parce que ça montre de la croissance professionnelle et du dévouement aux patients. J'étais en train de lui apporter une tasse de café quand je l'ai vu. Un habit de nonne soigneusement plié à côté d'un uniforme d'infirmière. Et juste à côté, une boîte de 12 préservatifs encore dans le sac de la pharmacie. Pendant une bonne trentaine de secondes, mon cerveau a essayé de traiter ces informations comme un ordinateur qui tente d'exécuter un logiciel pour lequel il n'a pas été conçu. Costume de nonne, uniforme d'infirmière, stock industriel de préservatifs, conférence médicale. Soit Vivien avait développé des centres d'intérêt très particuliers pour la formation continue, soit ça n'avait rien à voir avec une conférence. Chérie, l'ai-je appelé, la voix neutre que j'avais perfectionnée en 17 ans de mariage, c'est quoi ce costume d'Halloween? Elle est sortie de la salle de bain, brosse à dents à la main, l'air de quelqu'un surpris en train de voler dans le tronc de l'église. Ah, ça? La conférence organise un dîner à thème, la nuit des saints et des pécheurs. Tu sais comment sont ces événements médicaux, ils essaient toujours de rendre ça amusant. Elle a donné cette explication avec la même assurance professionnelle qu'elle utilisait pour convaincre ses patients de prendre leurs médicaments. Saints et pécheurs, ai-je répété lentement dans une conférence médicale. C'est à propos de l'équilibre entre vie privée et professionnelle, l'importance des limites morales en santé. Elle parlait en se brossant les dents, ses mots sortaient pleins de mousse. Une idée très progressiste. Et les préservatifs? Elle s'est figée au milieu du brossage. Dans le miroir, j'ai vu ses yeux calculer combien de vérité elle devait mélanger à ses mensonges. Échantillon gratuit. Le représentant pharmaceutique voulait que je les distribue à la conférence. L'éducation au sexe sécurisé fait partie des soins de santé complets. J'ai hoché la tête, pensif. 12, ça me paraît beaucoup pour 3 jours de formation. C'est une grande conférence. Certainement. Cette nuit-là, pendant que Vivien dormait paisiblement, convaincu que son histoire avait du sens, je suis resté éveillé à faire des calculs. 12 préservatifs, 3 jours. Même pour un programme éducatif avant-gardiste, ça ne collait pas à moins que Vivien n'ait prévu une démonstration très pratique. Le lendemain matin, elle est partie pour l'aéroport, m'a embrassé sur la joue et a promis d'appeler tous les soirs. Protocole habituel de voyage d'affaires, sauf que je l'ai suivie jusqu'au garage et que je l'ai vue sortir une petite aiguille de son sac. Elle a passé 5 minutes à percer soigneusement les emballages des préservatifs. Je ne suis pas un professionnel de santé, mais je suis presque certain que percer des préservatifs annule leur but principal. Sauf si le but n'est pas vraiment contraceptif. Sauf si le but est reproductif. Sauf si ma femme, après 17 ans de mariage, essayait de tomber enceinte de quelqu'un d'autre que moi. Je suis resté assis dans la voiture pendant 20 minutes après son départ, à regarder les autres voyageurs charger leurs bagages, en me demandant à quel moment mon mariage était devenu un soap-opéra. Puis je suis rentré à la maison et j'ai commencé à faire ce que tout mari raisonnable ferait face à la preuve d'une tromperie élaborée. J'ai commencé à enquêter. Les relevés téléphoniques de Vivien étaient étonnamment faciles à consulter. Nous avions un forfait familial, et je gérais toutes les factures. Incroyable comme une vie devient transparente quand on ne cherche même pas à cacher quoi que ce soit. Dommage que Vivien n'ait pas compris ça. Le numéro le plus composé au cours des 3 derniers mois n'était pas celui de l'hôpital, ni celui de sa mère, ni celui d'une de ses amies infirmières. C'était un numéro local que je ne connaissais pas. Un homme a décroché au 2e son. Allô? C'est Gareth? Ça dépend de qui demande. J'entendais des bruits d'outils électriques en arrière-plan,
du métal qu'on traîne sur du béton. Peut-être un chantier, ou un atelier. Ici Henry Pitch. J'appelle au sujet de ma femme, Vivien. Long silence. Puis. Ah, merde. Ah, merde, c'est peu dire, Gareth. Félicitations, au fait. Quoi? Tu vas être papa. Préviens ma femme qu'elle n'a plus de maison. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre et j'ai immédiatement entamé la phase 2 de ce que j'ai décidé d'appeler l'opération transparence totale. Vivien avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, mot de passe enregistré sur tous les comptes e-mail, réseaux sociaux, stockage de photos, tout accessible en un seul clic. C'était comme si elle voulait se faire attraper. Ou peut-être qu'elle était simplement devenue négligente après des mois de plans secrets. La trace des emails racontait toute l'histoire. Gareth Blackwood, soudeur, père divorcé de 3 enfants, louant un duplex dans l'ouest de la ville. Ils se voyaient depuis 5 mois. Il croyait qu'elle était séparée. Ils se trompaient tous les deux sur bien des choses. Mais les emails les plus intéressants étaient ceux des 2 dernières semaines. Vivien y expliquait son plan de tomber enceinte, de forcer la situation, de faire comprendre à Gareth qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les réponses de Gareth étaient moins enthousiastes, mais pas totalement résistantes non plus. Apparemment, il avait toujours voulu plus d'enfants. Eh bien, félicitations à eux deux. Ils allaient obtenir exactement ce qu'ils demandaient. J'ai passé la matinée à emballer les affaires de Vivien. Tout. Vêtements, articles de toilette, livres, la collection de chats en porcelaine qu'elle avait commencé à l'université, les manuels d'infirmière conservés depuis l'école, sa moitié de notre vaisselle de mariage. Tout ce qui marquait Vivien Pitch comme résidente de cette maison a été mis en carton et en sac poubelle avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait passé 17 ans à apprendre ses préférences d'organisation. À midi, notre maison ressemblait à un endroit où Vivien n'avait jamais existé. Transporter le tout dans le pick-up m'a pris 3 voyages. L'adresse de Gareth se trouvait dans un quartier où j'étais déjà passé sans vraiment y prêter attention. Des duplex modestes, des allées en gravier, des bateaux et des caravanes garées dans les cours. Le rêve américain à échelle réduite pour convenir au budget de la classe ouvrière. La maison de Gareth avait une pelouse correcte et un camion de soudure dans l'allée qui semblait prêt à survivre à un apocalypse. J'étais en train d'empiler les cartons devant la porte quand elle s'est ouverte. « Je peux vous aider ?» La femme avait une trentaine d'années, brune, portant un uniforme médical à motif de dessins animés. Elle avait l'air de quelqu'un qui jonglait avec plusieurs emplois tout en trouvant encore le temps d'aller au match de foot de ses enfants. « Vous êtes Madame Blackwood » ? Ex-Madame Blackwood. Stéphanie. Vous êtes Henry Pitch ? Je crois que vous connaissez ma femme, Vivien. Son visage est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur une compréhension sombre. Ah, vous êtes le mari. J'étais le mari, jusqu'à il y a environ 4 heures. Elle a regardé les cartons, puis moi, puis de nouveau les cartons. Tout ça, c'est à elle ? Tout ce qui compte. Gareth est à la maison ? Il est à l'atelier, mais il a appelé il y a environ 1 heure. Il a dit qu'il devait me parler de Vivien. Qu'elle allait peut-être rester ici un moment. Elle a marqué une pause. Il a mentionné quelque chose à propos d'un bébé. J'ai hoché la tête. Vivien préparait une surprise. J'ai pensé que vous devriez le savoir avant qu'elle ne débarque avec sa valise et son agenda reproductif. Stéphanie a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Agenda reproductif ? Bon sang. Elle a percé les préservatifs. Je l'ai vue ce matin, avant qu'elle parte pour son faux voyage d'affaires. Peut-être que vous voudrez prévenir Gareth que sa petite amie essaie de prendre des décisions unilatérales sur leur avenir. Fils de, Stéphanie s'est assise sur les marches du perron comme si ses jambes avaient cédé. Il m'a dit qu'elle était séparée. Que vous étiez déjà en train de divorcer. C'est une nouveauté pour moi. Hier matin, j'étais encore un mari heureux apportant un café à ma femme pendant qu'elle préparait sa valise pour une conférence médicale. Incroyable comme les choses changent vite. Nous sommes restés assis un moment. 2 personnes dont les vies avaient été bouleversées par les mensonges des autres. Et maintenant ? Demanda Stéphanie. Maintenant, Vivien va devoir expliquer à Gareth pourquoi elle est sans maison, enceinte et à la recherche d'un endroit où rester. Et Gareth va devoir vous expliquer pourquoi sa petite amie, séparée, vient de devenir une ex-petite amie très disponible et très fertile. Et vous ? Je repars de zéro.
Avec 17 ans de plus, considérablement plus sage et beaucoup plus cynique sur la nature humaine. Stéphanie a pris un des cartons et a lu l'étiquette avec l'adresse. Vivien Pitch, ça a l'air si normal quand c'est écrit comme ça. Elle peut garder le nom si elle veut. Moi, j'en ai fini avec ça. Et si elle revient? Et si elle se rend compte qu'elle a fait une erreur? Je me suis levé et j'ai épousseté mon jean. Stéphanie, votre ex-mari est sur le point de découvrir que sa petite amie a menti sur son état civil, sur la contraception et sur l'endroit où elle vit. Ma femme est sur le point de découvrir que l'ex-femme de son amant connaît toute l'histoire, les plans de grossesse et sa nouvelle condition de sans-abri. Et d'ici 6 heures, quand Vivien appellera de Chicago pour vérifier son mari dévoué, elle découvrira que les maris dévoués ne restent pas avec des femmes qui essaient de tomber enceintes d'autres hommes. Ce n'est pas vraiment une réponse. Bien sûr que si. Ce n'est juste pas la réponse qu'elle aimerait entendre. J'ai donné mon numéro à Stéphanie et lui ai demandé d'appeler si Vivien se présentait en me cherchant. Puis je suis rentré chez moi, qui ne contenait plus aucune trace de Vivien, j'ai ouvert une bière et j'ai attendu que le téléphone sonne. Il a sonné à 19h23. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? La voix de Vivien sonnait joyeuse et radieuse. La voix de quelqu'un qui croyait encore pouvoir gérer une double vie. La voix de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son mari avait passé toute la journée à réorganiser son existence. Éducatif, ai-je répondu. Très instructif. Comment se passe la conférence? Oh, tu sais comment c'est. Beaucoup de conférences, beaucoup de networking. L'hôtel est magnifique, avec une vue incroyable sur le lac. Je suis débordé. Extrêmement occupé. Des séminaires à la chaîne. J'apprends tellement de choses sur les méthodologies avancées de soins aux patients, des méthodologies avancées. Ça a l'air intense. C'est très pratique. Elle a ri de sa propre blague. Mais assez parlé boulot. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai rangé la maison, fait un peu d'organisation, quelques appels. Une journée bien productive, dans l'ensemble. Parfait, chérie. Je dois y aller. Nous avons une présentation avec dîner qui commence bientôt. Thème saint et pêcheur, tu te souviens? Oui. L'histoire des limites morales. Exactement. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, Vivien. Et je voudrais dire que non, mais je le pensais vraiment. C'était ça, la pire partie. Même en sachant ce que je savais, même après avoir passé la journée à empaqueter sa vie, j'aimais encore la femme avec qui je m'étais marié 17 ans plus tôt. Je ne savais juste plus qui était cette femme. Le deuxième appel est arrivé à 23h47. Henri. La voix de Vivien était différente cette fois. Tendue, effrayée, confuse. Oui. Je viens de parler à Gareth. Ah oui? Comment va-t-il? Il a dit que tu l'avais appelé. Que tu lui avais parlé du bébé. Eh bien, ça me semblait être le genre de nouvelle qu'un futur père devrait entendre directement. Félicitations, d'ailleurs. Quelle est la date prévue? Peut-être vaut-il mieux commencer à compter à partir de ce week-end, en supposant que ton plan fonctionne. Long silence. Comment tu as su? Des préservatifs percés ou du fait que tu couches avec un soudeur depuis 5 mois en me disant que tu faisais du bénévolat à l'église? Henri, je peux expliquer. J'en suis certain. Tu es très créative. Conférences médicales, dîner de saints et de pêcheurs, échantillons pharmaceutiques, des histoires très imaginatives. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nouveau silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'ex-femme de Gareth, Stéphanie, est une femme très raisonnable. Nous avons eu une longue conversation aujourd'hui pendant que je déposais tes affaires au duplex de Gareth. J'ai découvert qu'elle n'avait aucune idée que Gareth s'impliquait avec une femme mariée. J'ai découvert aussi qu'elle n'était pas aussi tolérante envers les activités extrascolaires de Gareth que tu aurais pu l'espérer. Tu as livré mes... Comment ça, mes affaires? Tout, Vivien. Vêtements, livres, la collection de chats en porcelaine de ta grand-mère, tes manuels d'infirmière. Tout ce qui appartenait à Vivien Pitch est maintenant posé sur le perron de Gareth, attendant qu'il décide quoi en faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est à moi. C'est ma maison. C'était ta maison. C'était tes affaires.
Passé, présent. Tu es une femme célibataire avec une valise remplie de costumes et de préservatifs percés, appelant ton ex-mari depuis une chambre d'hôtel en prétendant être à une conférence médicale. Ex-mari? Demain matin, je dépose la demande de divorce. Adultère, abandon, fraude, la sainte trinité de la dissolution conjugale. Mon avocat pense que, pour une fois, ça va être étonnamment simple. Henri, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Laisse-moi rentrer à la maison. On peut arranger ça. Ta maison, maintenant, c'est le duplex de Gareth. Je te suggère de l'appeler et de voir si Stéphanie est d'humeur à partager. C'est insensé. Tu es fou. Je suis méthodique. Il y a une différence. Je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais l'imaginer, dans n'importe quelle chambre d'hôtel qu'elle avait réellement réservée, essayant de comprendre comment son plan parfait s'était transformé en désastre parfait. Et si je suis enceinte? A-t-elle demandé finalement. Alors Gareth sera papa, tu seras mère célibataire et moi je serai un homme divorcé qui a évité une balle. On dirait que tout le monde obtiendra ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce que je voulais. Bien sûr que si. Tu voulais de l'excitation. Tu voulais de la passion. Tu voulais te sentir désiré par quelqu'un qui ne connaissait pas tous tes défauts, manies et habitudes ennuyeuses du mardi soir. Tu voulais être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus intéressant que l'épouse de Henry Pitch. Félicitations. Tu vas maintenant découvrir qui est cette personne. Henri. Vivien, en 17 ans de mariage, tu ne m'as jamais menti. Jamais. Pas sur l'argent, pas sur ta famille, pas sur tes sentiments, pas sur rien d'important. Et en 5 mois, tu as menti sur tout. Où tu étais, avec qui tu étais, ce que tu faisais, ce que tu voulais. Tu as même menti sur la contraception. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais que tu voulais tomber enceinte d'un autre homme. Ça me paraît assez précis. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment ça devait se passer, Vivien? Tu allais rentrer à la maison enceinte et me dire que c'était un miracle? Tu allais quitter Gareth et élever son enfant comme si c'était le mien? Tu allais continuer à mentir jusqu'à ce que le bébé ressemble plus à un soudeur qu'à un comptable? Pas de réponse. Ou bien tu comptais continuer à mener 2 vies jusqu'à ce que l'une d'elles explose? Je pensais pouvoir arranger ça. Eh bien, félicitations. C'est arrangé. Le 3e appel est arrivé à 2h43 du matin. Henri, je suis chez Gareth. Comment ça se passe? Stéphanie ne me laisse pas entrer. Elle dit que Gareth n'est pas là, mais son camion est garé devant. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour des visites. Toutes mes affaires sont encore sur la véranda. Il s'est mis à pleuvoir. Mieux vaut les mettre à l'abri. Je n'ai nulle part où les mettre. Je n'ai nulle part où aller. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges. Tu peux essayer un hôtel, de préférence un qui accueille une conférence médicale. Ne sois pas un salaud, Henri. Ne sois pas une épouse adultère, Vivien. J'ai fait une erreur. Tu as fait des centaines d'erreurs. La question de la grossesse n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan terrible, mais définitivement intentionnel. Je voulais juste me sentir désiré à nouveau. Et maintenant tu sais ce que c'est d'être indésirable. Éducatif, non? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas celles qu'elle utilisait pour manipuler quand elle voulait que je répare quelque chose, achète quelque chose ou pardonne quelque chose. C'étaient les larmes de quelqu'un dont la vie venait de s'effondrer d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. S'il te plaît, Henri, laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu voulais une vie différente et maintenant tu l'as. Félicitations. Ce n'était pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû y penser avant de commencer à percer des préservatifs. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Le lendemain matin, je suis passé en voiture devant le duplex de Gareth en allant au travail. La Prius de Vivien était garée dans la rue et elle était assise sur la marche du perron, entourée de cartons et de sacs poubelles. Elle ressemblait à une réfugiée de sa propre vie. Je ne me suis pas arrêté. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé Stéphanie. Comment ça se passe là-bas? Compliqué, dit-elle. Gareth est rentré vers 1h du matin complètement ivre.
Lui et Vivien se sont disputés sur la pelouse. La moitié du quartier a entendu. Quel est le verdict? Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il dit qu'elle a menti sur sa séparation, sur la contraception, sur tout. Il lui a dit de chercher un autre endroit où aller. Et Vivien? Toujours assise sur ma véranda comme un chat errant. J'ai presque pitié d'elle. Ne la plains pas. Elle a fait ses choix. Et si elle est vraiment enceinte? Alors elle se débrouillera. Les gens se débrouillent. Tu en as vraiment fini avec elle, pas vrai? Si ton ex-mari t'avait menti pendant 5 mois sur son célibat, puis avait essayé de mettre une autre femme enceinte pour te forcer la main, tu le reprendrais? Point pris. Vivien voulait être quelqu'un d'autre. Maintenant, elle va découvrir qui est cette autre personne. Ce soir-là, Vivien est apparu à mon bureau. Je finissais une pile de paperasse quand elle a frappé à la porte. Elle avait l'air terrible. Cheveux sales, vêtements froissés, yeux rouges à force de pleurer. Elle ressemblait à quelqu'un dont la vie avait implosé d'une façon qu'elle n'avait pas vu venir. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « On parle. Je peux m'asseoir ?» J'ai fait un geste vers la chaise de l'autre côté du bureau. Elle s'est assise prudemment, comme quelqu'un qui n'est pas sûr que le meuble va la supporter. « J'ai fait une erreur, dit-elle. »« Laquelle ? L'aventure, les mensonges ou le plan de grossesse ? Tous ? Tout ? J'ai été stupide et égoïste et j'ai ruiné tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie. Oui, tu as tout ruiné. Tu peux me pardonner ? Je me suis adossé à la chaise et j'ai étudié la femme avec qui j'avais été marié 17 ans. Elle ressemblait à Vivien, elle sonnait comme Vivien, mais c'était une étrangère. La Vivien que j'avais épousée ne tromperait pas. La Vivien que j'avais épousée ne mentirait pas. La Vivien que j'avais épousée n'essaierait pas de tomber enceinte d'un autre homme. Vivien, tu sais ce que je fais dans la vie? Tu es expert comptable judiciaire. J'enquête sur des fraudes financières. Les gens me mentent tous les jours sur des transactions, sur des biens, sur leurs circonstances. Et chaque jour je découvre ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qu'ils veulent que je croie. Je sais. Donc, quand tu me dis que tu as fait une erreur, je sais que tu mens. Quand tu dis que tu étais confuse, je sais que tu mens. Quand tu dis que tu veux revenir à la maison, je sais que tu mens. Je ne mens pas? Tu as passé 5 mois à planifier de tomber enceinte d'un autre homme. Ce n'est pas de la confusion, Vivien. C'est de la stratégie. Une stratégie terrible, mais clairement intentionnelle. Elle s'est remise à pleurer. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais que tu pouvais avoir 2 vies. La sécurité d'être marié avec moi et l'excitation d'être avec Gareth. Tu pensais que tu pouvais tomber enceinte et d'une façon ou d'une autre faire en sorte que ça marche. Tu pensais que tu étais plus intelligente que tout le monde. Je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé. Surtout. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai ouvert le tiroir du bureau et sorti une enveloppe brune. Les papiers du divorce, signés et déposés ce matin. Tu peux contester si tu veux, mais vu les circonstances, je ne pense pas que ça jouera en ta faveur. Elle a pris l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Henri, s'il te plaît. On peut faire une thérapie. On peut surmonter ça. Non, on ne peut pas. Parce que je n'ai plus confiance en toi. Parce qu'à chaque fois que tu seras en retard de 5 minutes, que tu feras un appel que je ne reconnaîtrai pas ou que tu iras au magasin acheter du lait. Je vais toujours me demander ce que tu fais vraiment, parce que tu as détruit 17 ans de mariage pour 5 mois d'émotion. Ce n'était pas pour l'émotion. Alors c'était pourquoi? Je me sentais invisible, comme si je n'étais que l'épouse de Henri, pas Vivien. Comme si je disparaissais dans notre routine, dans notre mariage, dans notre vie. Gareth m'a fait me sentir importante. Et maintenant je me sens comme rien. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais la sympathie n'efface pas la trahison. Et la compréhension ne justifie pas les mensonges. Vivien, tu n'as jamais été invisible pour moi. Tu étais ma partenaire, ma meilleure amie, la personne que j'avais choisie pour construire une vie. Si tu avais l'impression de disparaître, tu aurais dû m'en parler. Si tu avais besoin d'excitation, on aurait pu la trouver ensemble. Si tu voulais te sentir importante, on aurait pu travailler là-dessus. J'ai essayé de t'en parler. Non, tu n'as pas essayé.
Tu as décidé que j'étais le problème et que Gareth était la solution, et tu ne m'as jamais donné la chance de faire partie de la discussion. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais, désolé, ne répare pas ça. Désolé, ne me rends pas 17 ans de confiance. Désolé, n'efface pas le fait que tu étais prête à me faire élever l'enfant d'un autre homme comme s'il était le mien. Elle est restée là, tenant les papiers de divorce, avec l'expression de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Où est-ce que je devrais aller? Demanda-t-elle finalement. Je ne sais pas, Vivien. C'est ton problème maintenant. Je n'ai pas d'argent. Nulle part où aller. Tu as un travail. Tu as des amis. Tu as de la famille. Tu as une voiture, une valise et toute la liberté que tu voulais. Je ne veux pas de liberté. Je veux rentrer à la maison. La maison ne veut plus de toi. Elle a laissé les papiers de divorce sur mon bureau et est partie sans rien dire de plus. Je l'ai regardée par la fenêtre pendant qu'elle montait dans la Prius et s'éloignait. Et pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti du soulagement. 6 mois plus tard, je prenais un café avec Stéphanie au dîner du centre-ville. Comment tu t'adaptes à la vie de célibataire? A-t-elle demandé. Mieux que je ne l'aurais cru. Plus silencieuse, mais meilleure. Des regrets concernant le divorce? Non. Peut-être sur la façon dont j'ai géré certaines choses. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? J'ai remué mon café et réfléchi. Peut-être que j'aurais été moins dramatique. Peut-être que j'aurais essayé de mieux comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait avant de décider de la punir. Mais tu aurais quand même divorcé. Absolument. La confiance ne se répare pas comme un appareil électroménager cassé. Une fois perdu, c'est fini. Et Vivien? Tu sais ce qu'elle devient? Elle a déménagé à Seattle, trouvé un travail dans un hôpital là-bas. D'après des amis communs, elle n'est pas enceinte. Soit les préservatifs percés n'ont pas fonctionné, soit Gareth a été plus prudent qu'elle ne l'espérait. Et Gareth? Toujours en train de souder, toujours à louer le duplex. Toujours pas intéressé par les femmes compliquées avec des agendas compliqués. Stéphanie a ri. Un homme intelligent. Suffisamment intelligent. Et toi? Des perspectives? Je prends une pause avec les hommes pour un moment. J'ai découvert qu'ils sont plus compliqués que je ne pensais. Juste. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient hérité des dommages collatéraux des mauvaises décisions des autres, essayant de comprendre la suite. Henri, dit Stéphanie, enfin. Oui. Pour ce que ça vaut, je pense que Vivien a été une idiote. Oui. Mais elle a été mon idiote pendant 17 ans, et ça me manque parfois. L'idiote ou les 17 ans? Les deux, je crois. La femme que j'ai épousée n'était pas une idiote. Elle était intelligente, drôle, gentille et honnête. Je ne sais pas quand elle s'est transformée en quelqu'un qui percerait des préservatifs et mentirait sur des conférences médicales. Les gens changent. Oui, ils changent. Le secret, c'est de savoir s'ils changent en mieux ou en pire. J'ai fini mon café et laissé l'argent sur la table. Et Vivien? Ai-je conclu? Vivien a changé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Peut-être que cette personne conviendra à quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas mieux pour moi. J'ai raccompagné Stéphanie jusqu'à sa voiture puis je suis rentré chez moi, qui commençait enfin à ressembler à un foyer à nouveau, plutôt qu'à une scène de crime. J'avais réarrangé les meubles, repeint la chambre, remplacé les photos de mariage par des images des endroits où je voulais voyager. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle était pleine de possibilités, pas de mensonges. Et ça ressemblait à du progrès. Parfois, tard le soir, je me demandais si j'avais été trop dur. Si j'aurais pu gérer la trahison de Vivien avec plus de grâce, plus de pardon, plus de compréhension pour la crise de la quarantaine qui avait transformé ma femme honnête en une étrangère infidèle. Mais ensuite, je me souvenais de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges élaborés, et je comprenais que la grâce a ses limites. Le pardon a ses frontières. La compréhension ne mène pas toujours à la réconciliation. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un qui essaie de détruire votre vie est de le laisser partir trouver la sienne. Vivien voulait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus excitant, quelqu'un qui valait la peine de mentir.
Elle aurait désormais le reste de sa vie pour découvrir qui était cette personne. Et moi, j'aurais le reste de la mienne pour être reconnaissant de ne pas avoir eu à regarder. Henri, tu dois savoir quelque chose à propos de Vivien. Quoi encore? Elle est revenue en ville, et elle est définitivement enceinte. Je me suis laissé tomber lourdement sur la chaise de mon bureau. Enceinte de combien? Beaucoup. Genre, d'un jour à l'autre, tellement elle est enceinte. Et Gareth dit que ce n'est pas de lui. Il dit que la chronologie ne colle pas, qu'elle devait aussi voir quelqu'un d'autre. J'ai ri, mais sans aucune joie. Bien sûr qu'elle le faisait. Vivien a toujours été une super productrice. Il y a plus, continua Stéphanie. Elle appelle tout le monde en ville pour essayer de trouver quelqu'un qui l'accepte. Apparemment, les choses n'ont pas marché à Seattle non plus. Laisse-moi deviner. Elle a dit à son nouveau copain qu'elle était divorcée, elle est tombée enceinte, et il a découvert qu'elle mentait sur quelque chose d'important. Comment tu sais ça? Parce que les gens ne changent pas, Stéphanie. Ils deviennent juste meilleurs à se mentir à eux-mêmes sur qui ils sont vraiment. Elle m'a appelé hier, pour me demander si je pensais que tu pourrais la reprendre maintenant qu'elle avait appris la leçon. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que certaines leçons arrivent trop tard pour faire une différence. Bon conseil. Elle est logée au motel de la Highway 9, chambre 247, au cas où ça t'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en doutais, mais je pensais que tu devais le savoir. Ce soir-là, en rentrant du travail, j'ai pris le chemin long qui passait devant le motel de la Highway 9. Je me suis dit que ce n'était que de la curiosité, juste l'envie de voir comment l'histoire se terminait. Mais au fond, je crois que j'avais besoin de confirmer que ma décision de partir avait été la bonne. La Prius de Vivien était garée devant la chambre 247, paraissant aussi fatiguée et usée que sa propriétaire devait l'être. Les rideaux étaient tirés, mais on distinguait la lueur bleue de la télévision à travers le tissu. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 10 minutes, moteur allumé, à penser à la femme à l'intérieur de cette chambre de motel. 17 ans de mariage, 5 mois de mensonges, et maintenant elle était seule, enceinte d'un enfant qui pouvait être de n'importe lequel des hommes qu'elle avait trompés en chemin. J'aurais pu frapper à cette porte, j'aurais pu lui offrir un endroit où rester jusqu'à la naissance du bébé, j'aurais pu essayer de reconstruire quelque chose à partir des ruines de notre mariage. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. Parce que certaines confiances, une fois brisées, ne se réparent pas. Parce que certaines personnes, quand elles montrent qui elles sont vraiment, méritent qu'on les croie. Je suis rentré dans ma maison silencieuse. Ma vie organisée. Mon existence paisible. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée en épousant Vivien il y a 17 ans. Mais c'était honnête. C'était réel. C'était la mienne. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé cette aiguille et ces préservatifs percés, ça m'a semblé suffisant. C'est Stéphanie qui m'a appelé pour dire que Vivien avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Le père restait inconnu, test de paternité en attente. Vivien m'avait inscrit comme Henri Pitch sur l'acte de naissance, mais mon avocat était déjà en train de contester cette mention. Tu pourrais demander un test de paternité, juste pour être sûr, dit Stéphanie. Je n'ai pas besoin de test. Je sais exactement quand Vivien et moi avons été ensemble pour la dernière fois, et ce n'était pas il y a 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir du bébé? Ce n'est plus mon problème. Et Vivien non plus n'est plus mon problème. Tu en as vraiment fini avec elle, n'est-ce pas, Henri? Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de découvrir qui elles sont. Vivien a passé 5 mois à me montrer exactement qui elle était. J'ai seulement été assez intelligent pour faire attention. Et qui était-elle? Quelqu'un qui pensait que mentir était plus facile que dire la vérité. Quelqu'un qui croyait que tromper était plus simple qu'être honnête. Quelqu'un qui pensait pouvoir tout avoir sans jamais payer le prix. Et maintenant? Maintenant, elle va découvrir quel était le vrai prix. J'ai raccroché et je suis retourné à ma tranquille soirée de mardi, ma vie honnête, mon existence paisible. Quelque part en ville, Vivien apprenait à être une mère célibataire avec un passé douteux et un avenir incertain. Je n'ai ressenti ni pitié pour elle, ni colère contre elle. Je n'ai absolument rien ressenti. Et j'ai compris que c'était exactement comme ça que ça devait être. La femme que j'avais aimée pendant 17 ans est morte au moment où elle a pris cette aiguille et commencé à percer les préservatifs. Ce qu'il restait,
c'était une étrangère qui partageait son nom et son visage. Mais pas son cœur. Pas son âme. Pas son intégrité. J'avais déjà pleuré cette mort. J'avais déjà souffert cette perte. J'avais déjà enterré ce mariage. Ce qui arriverait à cette étrangère ne me concernait plus. Si cette histoire t'a accroché, appuie sur j'aime et donne ce hype aux vidéos. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager encore plus d'histoires incroyables. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Vivien voulait se sentir importante? Eh bien, félicitations, maintenant elle est la star du registre des pensions alimentaires.